Merci Dominique, merci Jean-Marie, oui, plus proche alors. Avant d'explorer l'art de Cocteau, je trouve une profonde résonance dans un passage des Écritures, le psaume 117, verset 22, pour éclairer la remarquable transformation qui s'est opérée dans la vie de l'artiste Cocteau à Metz, après son rejet de la cathédrale. Ça me rappelle effectivement ce verset du psaume 117. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. En effet, après l'événement de la cathédrale, Cocteau sera plus fort que jamais, puisque le rejet qu'il a subi a eu finalement sur lui un impact positif. Il a permis à Cocteau de sortir du conformisme. Vous verrez d'ailleurs dans l'exposition la maquette qui était projetée des 4 évangélistes. Une maquette bien faite, certes, mais très académique, très conformiste, un style très saint-sulpicien. Il voulait plaire. Et ça, c'était pas vraiment Cocteau. Et finalement, le fait de rejeter de la cathédrale lui a donné, si vous voulez, l'occasion d'être ce qu'il a toujours été, à l'avant-garde de l'avant-garde. Et ça me rappelle aussi sa déclaration « Je ne cherche pas le beau, mais le vrai ». Et il s'inscrit dans la continuité de Platon, de Bergson et bien sûr d'Heidegger, pour qui l'art est la révélation de la vérité. Sa phrase emblématique devient alors « Je suis un mensonge qui révèle toujours la vérité ». Ça veut dire quoi? Ça signifie que chaque individu, pour vivre en société, est contraint de revêtir des masques et assumer souvent beaucoup de mensonges. Aussi son art consiste à remettre en question ce mensonge à travers lequel il crée sa propre vérité. Alors je vais aborder, si vous voulez, rapidement ce qui singularise le travail de Cocteau. Le travail de Cocteau à Saint-Maximin. Il y a 6 particularités sur son travail artistique. La première, c'est le retour à la mythologie. Effectivement, dans ce qu'il proposait à la cathédrale, les 4 évangélistes, c'était plutôt un art très convenu, un art, comme j'ai dit, académique saint-sulpicien. Et il va réaliser à ses dépens qu'il aurait dû préserver l'authenticité de son art. En vérité, il comprit que pour véritablement exprimer l'intemporalité et l'éternité, lesquelles étaient au cœur de sa quête artistique, seule la mythologie pouvait lui fournir les clés nécessaires. Par ailleurs, cette approche n'était en rien choquante, d'autant plus qu'elle lui permettait d'accéder à une dimension sacrée. Deuxième caractéristique, l'utilisation de pictogrammes. Il introduit pour la première fois des dessins schématiques inspirés de la bande dessinée, tels que l'homme au bras levé, la menthe religieuse, Arachné, etc. L'utilisation de pictogrammes, un moyen de communication très moderne, qui se révéla extrêmement efficace, rendant son art accessible à tous, grâce à des représentations graphiques faciles à comprendre et à interpréter. Cette pratique remonte déjà aux origines de l'art, incluant l'art rupestre, et trouve des échos aussi dans l'Égypte antique, où les scribes utilisaient des hiéroglyphes comme signes. Des exemples plus contemporains, comme le graffiti art ou le street art, ainsi que l'œuvre du street artiste américain Chris Herring en 80, qui représentait des personnages levant les bras au ciel, qui rappelle effectivement que Cocteau avait déjà exploré cette voie 2 décennies auparavant. Troisième caractéristique, le côté énigmatique de son travail. Cocteau a toujours gardé le silence concernant son travail sur les vitraux, même si celui-ci suscite de nombreuses interprétations d'une grande portée symbolique. Il cultive délibérément son anonymat comme une forme d'élégance, citant l'élégance,
cesse d'exister si elle est remarquée. La poésie incarne l'élégance par excellence. Il est conscient que son œuvre ne se limite pas à un simple ornement, mais il se garde bien d'en révéler davantage, affirmant que toute œuvre trop explicite devient pure décoration et fantaisie. La véritable beauté ne se révèle pas au premier coup d'œil. Quatrième caractéristique, le style de Cocteau, un compromis original entre deux courants opposés de l'après-guerre. Cocteau a réussi à trouver une voie originale, un compromis entre l'abstraction d'un côté et le pop art, le minimalisme ou la figuration de l'autre. Cinquième caractéristique, l'accès à la transcendance et au monde des rêves. Cocteau transgresse constamment les limites du temps et de l'espace pour nous emmener dans une quatrième dimension, le monde du rêve. En jouant avec le temps, en revenant aux origines mythiques et à la Kabbale, et en explorant des espaces géographiques exotiques, comme son utilisation du tulle dans la pièce Pélias et Mélisande, qui sera jouée en 62, il nous invite à voyager dans son univers, qui ressemble toujours à un rêve. Comme au jeune décorateur de l'époque, Jacques Grismer, qui demandait au maître comment créer les décors pour l'opéra Pélias et Mélisande, Cocteau lui répondit comme dans un rêve. Sixième caractéristique, la magie des formes et des couleurs. Cocteau avait délibérément choisi de ne pas créer une œuvre exclusivement chrétienne pour l'église Saint-Maximin, même si son récit célébrait l'immortalité, rappelant la foi chrétienne à la résurrection. Son inspiration était clairement ancrée dans la mythologie, les arts premiers, l'alchimie, la Kabbale et les sciences ésotériques. De plus, sa vision unique des vitraux était sublimée par des dessins empruntant au cubisme et au surréalisme, avec des couleurs d'une beauté à couper le souffle. Les bleus envoûtants, les jaunes éclatants, tels que le safran, les verts resplendissants et les dégradés de pastels délicats ajoutent une touche finale à son œuvre. Certes, cette créativité pouvait parfois susciter des incompréhensions, mais Robert Renard, l'architecte en chef des monuments historiques, affirmait avec conviction: un jour, le public rendra hommage aux vitraux de Saint-Maximin de Metz. Et c'est précisément l'objectif de cette exposition à la cathédrale.